partie un peu dans une région un peu éloignée du pays, mais j'espère qu'il est encore dans la salle, pour un peu regarder ce qu'on découvre quand on regarde plus loin que les angles, le périmètre de marche, et quand on revoit toute la littérature internationale aujourd'hui qui est un peu effrayante. On sait que c'est une des chirurgies qui va prendre l'ampleur dans les 10 à 15 à 20, dans les 20 prochaines années. Nous vieillissons trop peut-être, et nous vieillissons mal. Et on veut continuer à marcher et à faire ce qu'on a fait toute notre vie. Et du coup, donc, on va avoir de plus en plus de patients, essentiellement, malheureusement pas très mannequins en taille, et avec beaucoup de comorbidités, et qui vont venir demander leur prothèse. Et en fait, c'est pas en regardant la littérature qu'on s'est rendu compte que c'est pas aussi anodin qu'on le pense une prothèse totale du genou. C'est dans l'expertise et l'expérience de tous les jours qu'on commence à avoir, au fil des années, des prothèses totales du genou chez des patientes qui finissent par avoir une hospitalisation en réanimation un peu plus prolongée et beaucoup plus de problèmes médicaux. Et l'idée, donc, est venue de regarder un peu notre base de données et en fait d'instaurer une base de données pour voir réellement quelle est l'incidence des complications, de la morbidité de la PTG et quels sont essentiellement les facteurs de risque sur lesquels probablement il va falloir agir pour diminuer cette morbidité. Alors nous avons, c'est une revue rétrospective, mais réellement le fichier est rempli de manière prospective. C'est des éléments que nous cherchons chez nos malades et comme nous avons en grande partie nos dossiers sont informatisés, donc toutes les données existent déjà sur le dossier, mais on les a revues rétrospectivement uniquement et sur une période relativement récente. En fait, on a choisi de voir cette période relativement récente parce qu'on a standardisé, au moins en matière de prise en charge pré, per et post-opératoire en tant qu'anesthésiste réanimateur, nos soins. Et donc, on est en train de travailler sur une population relativement homogène point de vue prise en charge, mais également avec des chirurgiens qui sont stables depuis donc, les 2-3 dernières années. Et donc nous avons revu sur notre base de données ces 353 patientes, ou patients, enfin patientes éventuellement. Donc. Alors, le standard de soins donc, dans le service et l'institut où nous exerçons, où j'exerce, donc est une évaluation préopératoire standard, mais en regardant un peu plus en détail essentiellement la qualité de marche et la qualité du quadriceps du malade, et puis en forçant un peu plus sur les explorations cardiaques, mais essentiellement à une visée claire et nette pour regarder un peu le cœur droit et l'HTAP, essentiellement l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire, essentiellement chez les patientes qui ont été pendant longtemps dans leur vie exposées aux fumées, essentiellement la fumée de tabouna, parce que quand même ces femmes d'un certain âge ont été en milieu rural pour la grande majorité d'entre elles. On a standardisé également la technique anesthésique, donc c'est essentiellement de l'arachy-anesthésie pratiquement, on verra dans les résultats, toutes les malades. L'antibioprophylaxie selon les recommandations françaises, et puis selon les recommandations internationales, nous sommes à l'utilisation systématique de l'acide tranexamique pour la réduction du saignement avec 4 doses de per et de post-opératoire. En post-opératoire, tous les malades ont un protocole analgésique, notamment à base d'un cathéter qui soit fémoral ou des canaux des adducteurs et d'une analgésie à base de morphine en autocontrôlé. Tous les patients sont standards, donc sont monitorés et restent en milieu de soins continus pour une période de 3 jours en moyenne. Et puis tous ces patients ou patientes marchent obligatoirement le lendemain, sinon le surlendemain, et ne quittent le service que quand elles ont marché dans le service un minimum de 3 mètres. Et donc nous avons vu tous les items donc, correspondant aux données démographiques de la malade, mais également aux données anesthésiques, aux événements anesthésiques péropératoires, et nous avons relevé les principales complications que nous avons classées donc en complications essentiellement hémodynamiques, surtout l'hypotension per et post-opératoire et les troubles du rythme, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance rénale. Et puis nous avons regardé également la maladie thromboembolique, les complications neurologiques, que ce soit AVC ou les désordres donc, cognitifs, et puis la mortalité à 7 jours.
Nous avons classé, et vous allez voir que nous avons regardé tout particulièrement les complications respiratoires parce que ce sont elles qui ont attiré notre attention sur la morbidité de la PTG, la prothèse totale du genou, excusez-moi. Et donc nous avons regardé les désaturations qui survenaient en post-opératoire et classées en désaturation précoce, de levée précoce également, et que nous avons considéré, à tort ou à raison, comme un accident de scellement, donc sachant que pratiquement toutes nos prothèses sont scellées et sous garrot. Les désaturations qui surviennent un peu plus tardivement et qui durent un peu plus et qui ont été surtout soulagées par la kinésie respiratoire ont été classées comme atelectasie sur des données cliniques, radiologiques et notamment sur la TDM quand elle a été faite. Et puis toutes les désaturations qui ont duré un peu plus que 48 heures ont été obligatoirement menées en scanner à la recherche d'une embolie pulmonaire. Alors nous avons analysé en univarié et en multivarié et voici nos résultats. Alors l'âge moyen est celui de la littérature, donc c'est 65 ans, sachant que à peu près 30% de nos patients ont plus que 70 ans d'âge, donc un malade sur 3 est un vieillard et on a très très peu de grands vieillards, donc au-delà de 85 ans. Bien sûr c'est une pathologie de femme, heureusement ou malheureusement. Le BMI, donc le poids, enfin l'index de masse corporelle était à peu près de 34 et en fait on a très peu d'obésité morbide, donc à peu près 16% de nos patients sont obèses morbides, c'est-à-dire au-delà de 40 de BMI. Ils sont tarés, donc pour la grande majorité, et c'est essentiellement l'HTA et le diabète qui sont les tares rencontrés dans notre série. Alors nous avons regardé également leur performance et une grande partie de nos patients donc, étaient donc, sur le plan motricité et équivalent métabolique capables d'avoir une vie normale et donc n'étaient pas des femmes sédentaires ou des femmes grabataires. C'était une anesthésie donc, régionale, une rachianesthésie dans la grande majorité des cas. L'anesthésie générale était soit la contre-indication à l'anesthésie loco-régionale, soit un désir de la malade. Le temps de garrot, donc nous avons pris que le temps de garrot, nous en considération, et pas le temps de chirurgie, parce que c'est le plus important, à notre avis, par rapport aux complications. Donc un temps de garrot de 125 minutes en moyenne, et puis nos malades restaient pour la grande majorité dans le service de soins continus pour 3 jours, donc dans 63% des cas. Qu'en est-il des complications? Alors, nos principales, en fait, les complications, à peu près 40% de nos patients. Donc 4 malades sur 10 se compliquaient en post-opératoire, ce qui est relativement considérable pour une chirurgie qu'on considère jusqu'à l'heure actuelle très maîtrisée sur le plan technique par les orthopédistes, et puis chirurgie fonctionnelle sans grand risque. 4 malades sur 10 se compliquent. C'est vrai que ce n'était pas toujours dramatique. Alors, les principales complications sont, sur le plan hémodynamique, des hypotensions, donc essentiellement en péropératoire. En matière, donc c'est des hypotensions qui ne sont pas associées à un saignement important, puisque nous avons une médiane de saignement qui est aux alentours de 500 ml et une moyenne qui n'est pas très loin, telle qui est de 580 ml. Donc c'est une hypotension essentiellement due au terrain de la malade. Nous transfusons très peu de nos malades, 5,6%, puisque nous sommes dans la stratégie de restriction de transfusion post-opératoire, sachant qu'il y a une corrélation claire et nette dans la littérature entre le nombre de kilos que vous donnez à votre malade et l'infection post-opératoire. La principale complication en fait, qui a attiré notre attention, c'est les désaturations post-opératoires. Un malade sur 5, 19% pratiquement, un malade sur 5 désature en post-opératoire. Et ces désaturations étaient précoces, chez 9% des malades, et donc comptabilisés comme accident de scellement, mais également tardive, durée plus, et comptabilisés comme atelectasie chez 7,5% de nos patients, et puis 2,6 ont dû aller au scanner à la recherche d'une embolie qui a été authentifiée au scanner. Donc on a une incidence d'embolie pulmonaire de 2,6%. Très peu de thrombose périphérique, et puis pas de complications neurologiques, ni complications rénales, ni infectieuses dans la durée de surveillance qui est la période post-opératoire précoce. En analyse uni et puis multivariée, voici ce qui nous sort.
Les malades font de l'hypotension, heureusement sans ischémie myocardique jusqu'à l'heure actuelle, parce que ce sont des femmes, essentiellement, qui pendant longtemps n'ont pas marché. Et je reviens à mon ami Dr Zitouna, donc c'est des femmes qui n'ont eu aucune kiné motrice pour reprendre la marche. Et celles-ci vont faire de l'hypotension péropératoire et risquent de vous faire en post-opératoire l'infarctus du myocarde avec sa morbidité. 2. Quels sont les patients qui désaturent? Et on était étonnés par la désaturation post-opératoire. Je vous rappelle que 90% de nos patients sont faits sous rachianesthésie. Eh bien, ce sont les femmes. Bon, c'est normal. Après tout, c'est 80% à peu près âgées. Et c'est les femmes de 70 ans qui étaient un facteur de risque de désaturation post-opératoire. Souvent, elles sont obèses, bien que nous n'avons pas sorti le BMI comme facteur de risque de désaturation. La série est trop petite par rapport aux séries américaines qui comptent des milliers, sinon des millions de malades. Mais c'est des femmes de 70 ans qui étaient rurales et pendant longtemps ont été exposées à la tabouna. En fait, c'est des femmes, entre guillemets, tabagiques passives. Et donc, qui avaient des problèmes respiratoires. La rachianesthésie s'avère comme un facteur protecteur des complications essentiellement, donc les complications respiratoires précoces. Le diabète, on ne sait pas pourquoi, il nous sort comme une complication, un risque de complication. Très probablement, il va falloir revoir en détail l'état vasculaire des malades. Et puis surtout, les patients qui désaturent en post-opératoire, donc ces femmes de plus de 70 ans, donc ils sont relativement obèses, aux antécédents respiratoires frustes, vont rester à l'hôpital un peu plus que les autres. Alors, ces chiffres sont un peu différents de la littérature. Alors, premièrement, quand on regarde la littérature, premièrement, on est en dessous de ces 4 millions ou de ces 25 000 ou de 135 000 PTG qui sont recensés dans les chiffres où on travaille sur la morbidité, et c'est normal. On n'est pas les USA, on n'est pas 350 millions d'habitants. Mais quand vous regardez de très près les chiffres, il y a quand même de la mortalité post-PTG. Hein. Quand on arrive à l'hôpital pour faire une PTG, attention, ne dites pas qu'il n'y a pas de mortalité. Elle est de à peu près 2 patients pour 1000 prothèses. Vous risquez de les laisser à l'hôpital. C'est un décès à l'hôpital. Et c'est 8 sur 1000 prothèses, c'est un décès dans les 3 mois. Donc la PTG tue. Elle tue par sa comorbidité, probablement, mais par certaines complications que je viens de citer. Et en regardant notre série un peu plus large aujourd'hui, on est à peu près à 1600 probablement prothèses depuis que j'exerce. Donc je ne peux comptabiliser que ce que je connais. Et on est à peu près à la mortalité de 1,5 pour 1000 prothèses. 3 décès en plus de 10 ans, une embolie pulmonaire massive, un accident de ciment fatal et une insuffisance rénale avec hypercalémie qui n'a pas eu le temps d'arriver en dialyse. Ça tue. Et ça entraîne des complications respiratoires. Et plus vous êtes dans le classique et vous faites de l'anesthésie générale, et plus vous allez avoir des malades qui vont avoir des pneumonies, des pleurésies, des atelectasies post-opératoires, et ça atteint jusqu'à 40% des patients. C'est vrai qu'on est bien en dessous parce qu'on est en rachianesthésie, mais ça n'empêche, même la rachianesthésie, c'est la femme de 70 ans, exposée au tabouna depuis des années, qui n'a plus marché depuis longtemps, qui n'a pas eu de kiné respiratoire non plus, et bien elle va faire la téléctasie dans 7,5%, et c'est considérable. Nous avons 9,2% d'accidents au ciment cliniquement décelables. On sait qu'il y a un accident au ciment obligatoire chaque fois que vous levez le garrot. Il y a des petits débris qui vont partir dans le ventricule droit et donner une HTAP qui est souvent infraclinique. Et d'ailleurs, le 21%, c'est un 21% dans la littérature échographique. C'est beaucoup, ça aussi. 9,2% d'accidents au ciment chez une population obèse. Et surtout, nous sommes à 2,6% d'embolie pulmonaire. La pire des séries dans la littérature est de 1,2% d'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est une maladie qui peut tuer. Nous avons 2 fois l'incidence des embolies pulmonaires dans la littérature. Alors pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce que comme tout le monde, on devrait se rendre compte que la prothèse totale du genou, qui se fait de plus en plus chez les sujets âgés, multitarés,
Donc, qu'on aurait dû opérer, comme disent les collègues orthopédistes d'une OTV 20 ans auparavant, quand elle vous arrive en PTG, sachez que c'est une malade à risque. Et si on ne change pas notre attitude en regardant, en plus du degré de flexion, le flessum, le degré d'arthrose, les indices de je ne sais qui, il faudrait regarder la malade en totalité. Et regarder la malade en totalité, plus ils sont vieux, plus ils sont obèses, plus ils sont à risque, et plus la réflexion doit être différente. Elle va être différente non pas sur le plan orthopédique uniquement, mais sur la réflexion ciment ou pas ciment, garrot ou pas garrot, kiné préopératoire et renforcement du quadriceps oui ou non, réduction de l'obésité oui ou non, et surtout, avoir une réflexion qui est là aux USA depuis longtemps par rapport aux chiffres d'embolie pulmonaire que nous avons. Vous savez qu'aux USA, c'est une double dose d'anticoagulants d'emblée. Et aujourd'hui, il y a même des papiers qui sortent, BMI au-delà de 40, c'est à peu près 17% de nos malades. Poids au-dessus de 100, c'est une double dose, et même à un niveau plus élevé, d'anticoagulants pour garantir l'embolie pulmonaire fluide. Donc, c'est une réflexion que je vous emmène à faire, et je vous remercie. Merci, docteur. Vieux, et avec une comorbidité, il va falloir repenser la PTG dans un contexte différent, les préparer en fait. Et puis, les préparer, c'est ce que j'ai dit, préparation respiratoire, préparation cardiaque, diminuer le poids, probablement le ciment à revoir, le garrot à revoir, donc c'est beaucoup de choses. L'anticoagulation doit être revue, c'est sûrement pas les laisser gravataires, c'est clair. Une question. Merci, docteur Kabashi.